Bonjour à tous. Je me nomme Laïti René Pierre Ndiaye. Je suis conseiller technique du directeur général du secteur financier au ministère des Finances et du Budget. J'ai l'honneur de présider ce panel, d'animer ce panel qui semble très attendu sur la finance verte avec Monsieur Konaté qui est du GGI, je vais dire, Global Green Growth Institute, et M. Yaya Bari, qui est au ministère de l'Environnement. M. Konaté a une expérience de plus de 20 ans dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et M. Bari occupe la fonction de chef de la division économique de l'environnement et financement innovant au sein du ministère, de la direction des financements verts. Pour bien organiser nos rencontres et permettre un peu que ça soit très interactif, je vais prier nos deux panélistes de faire chacun une présentation de 10 minutes, et ce qui fera 20 minutes, et on pourra allouer au moins une demi-heure à des échanges avec l'assistance. Monsieur Konaté, je vous prie de commencer. D'accord. Bonjour tout le monde. J'ai une présentation, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, au pupitre. Je vais faire honneur au président. Donc, bonjour tout le monde. Comme le président l'a dit, moi je m'appelle Momodou Konaté. Donc, je suis le programme lead de l'Institut mondial pour la croissance verte. Donc, en anglais, on dit Global Green Growth Institute. Donc, c'est une organisation internationale, intergouvernementale, donc, qui appuie les pays émergents, les pays en voie de développement, dans la transition vers une croissance verte, inclusive et durable. On est en Afrique, en Amérique centrale, au Pacifique, Caraïbes, Europe, MENA, Middle East et Afrique. Donc, je vais rapidement faire une introduction à la finance climatique. Bon, j'ai essayé de faire un certain nombre de questionnements. J'ai pris une approche par question, hein, parce qu'étant donné l'auditoire, pour que ce soit interactif, et j'espère qu'à l'issue de cette présentation, j'aurai un certain nombre de questions. D'abord, la finance verte, c'est quoi? Tout le monde en parle. Donc, mais quand on dit finance verte, il y a le caractère vert, du verdissement. Comment peut-on qualifier ce qui est vert ou pas? Ensuite, pour être plus pratique, depuis un certain nombre de temps, il y a beaucoup de mécanismes de financement qui sont mis en place. Il y a des besoins de financement, de développement, notamment pour les femmes et les jeunes. Mais comment combler ce gap de financement? Comment aller, en tout cas, vers les sources de financement et pouvoir capturer ces opportunités? Et comme on parle de finance verte, il y a finance qui est combinée avec le vert, on parle forcément du secteur privé. Donc, quelles sont les gammes de financement public et privé? Et enfin, mais quand on parle d'investissement, ce n'est pas de la philanthropie, il y a des attentes qui sont attendues. Donc, comment répondre aux attentes de ces investisseurs pour qu'on puisse les amener à prendre en charge les préoccupations? Ensuite, mais quels sont les risques qui encadrent voilà. Bon, c'est petit, hein? J'ai donné un certain nombre de définitions que vous pouvez trouver, vous tous, dans la littérature à propos de ce qu'on appelle la finance verte. Donc, pour faire une synthèse de ces définitions, pour le commun des mortels, c'est vu comme une stratégie, en tout cas, de pouvoir allier la mobilisation des ressources, les investissements, pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Le développement durable en termes de composantes environnementales, sociales, économiques, mais en y ajoutant une autre composante non moins importante qui est tout ce qui concerne les aspects de gouvernance. Donc, je vais seulement citer celle de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui considère que le financement climatique a tendance à être particulièrement associé
est défini comme un financement local, national, transnational, qui peut provenir des sources de financement publiques, privées et alternatives. Donc, pour le financement de la lutte contre le changement climatique. Donc, mais ça, étant donné qu'on m'a donné 10 minutes et que je vais aller au bout, je pense que vous aurez l'opportunité. S'il y a des questions, on peut revenir dessus. Voilà. Et ça, je vais peut-être faire une transition vers mon collègue qui va venir tout à l'heure. Donc, il y a des grilles qui ont été mises, un peu développées quelque part par UNEP, le PNUE et d'autres partenaires, OCDE, pour pouvoir, en tout cas, essayer de caractériser tout ce qui est finance verte. Donc, vous voyez, il y a les instruments, les objectifs. Il va parler des taxonomies concernent la qualification de qu'est-ce qui est vert ou pas. Quand on prend les objectifs, il faut mesurer leur envergure par rapport à l'opportunité. Ensuite, dans la plupart des cas, les gens voient la finance climatique comme des instruments, en tout cas, qui permettent de prendre en charge l'innovation technologique dans le but de verdir. Mais est-ce un moyen ou une fin? Est-ce que le financement là prévaut plus en termes d'innovation plus qu'en termes d'impact, notamment pour les femmes et les jeunes? Tout ça, c'est des questionnements qui sont posés. Est-ce que c'est lié à des taxonomies? Je sais qu'ils sont dans un processus de développement d'une taxonomie, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais il y a des avancées qui sont obtenues dans un certain nombre de pays et de continents. En Europe, par exemple, ils ont une taxonomie à l'échelle communautaire, mais pour prendre des spécifications plus locales, nationales, il y a des taxonomies qui sont détaillées. Voilà. Il y a tout ce qui est exclu. Je vais ramasser, par exemple, il y a un grand débat dans certains pays où les gens veulent aller vers, comment on appelle, l'indépendance énergétique. Et si vous prenez certains pays comme les Pays-Bas, la plupart de l'énergie vient du nucléaire. Mais est-ce que le nucléaire peut être considéré, le financer le nucléaire, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant partie de la finance climatique? Ah, that's the question. Maintenant, ça dépend. Donc, la verdeur, normalement, j'aurais pris du temps pour chacun de ces critères, amener, faire une description, décrire les avantages et les inconvénients pour vous permettre d'apprécier. Bon, je fais ma propre publicité, hein, invitez-moi, je vais passer avec plaisir beaucoup de temps avec vous. OK. Mais maintenant, nous, à GGGI, comment on travaille? Donc, concrètement, quand on vient, on a un certain nombre, comme on dit, on a une approche qui est basée sur des instruments financiers pour pouvoir développer des projets bancables. Parce que le problème de l'accès au financement, c'est la force de proposition, la bancabilité. Comment on peut venir convaincre que l'initiative qu'on porte en termes d'impact, en termes de création d'emplois, en termes d'inclusion, en termes voilà, comment pour le faire, il faut travailler sur la bancabilité. Donc, ensuite, comment rationaliser, mutualiser les efforts au niveau national? Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on supporte les pays dans le développement des véhicules financiers nationaux. Si on prend le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, on est en train de travailler avec le Fonds 6 sur le fonds sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Donc, il y aura des fenêtres. Bien sûr, quand on parle de véhicules financiers, il y a divers types d'instruments. Donc, on peut avoir de la dette, comme on peut avoir de la garantie, mais on essaie de voir comment améliorer les conditions d'accès à ces ressources, notamment pour les jeunes qui font de l'entrepreneuriat, comment on peut mettre à disposition des fonds d'amorçage qui peuvent leur permettre de développer leur modèle. Voilà. Ici, on a la valeur ajoutée, que je n'ai pas le temps, hein, parce qu'on a 10 minutes. Quand on vient en général à gauche, tout ce qui est à gauche là, on fait une analyse macroéconomique pour voir quels sont les grands défis qui se posent en termes de développement. Depuis l'indépendance, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi on a toujours ces challenges? Quand on liste ces challenges-là, on regarde leur corrélation avec les secteurs. Par exemple, on verra que la déforestation, il y a une corrélation avec peut-être la politique de 100 000 logements. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter le foncier bâti, mais il n'y a pas de foncier. Le foncier se trouve dans les forêts classées. On regarde les interactions. Maintenant, comment maintenant limiter ces interactions et les transporter et les transformer en opportunités? Donc, on fait une analyse sectorielle
Et à partir de cette analyse sectorielle et des besoins, on travaille sur les besoins prioritaires en termes d'investissement, de projets prioritaires et tout. Désolé. Le temps. Donc, voilà. Il reste 2 minutes, donc je vais y aller. Donc, ça, c'est donc on vient à notre valeur ajoutée, c'est le soutien à la préparation des projets. Parce que pour l'instant, on voit que c'est là-bas où il y a les soucis. Les gens ne parviennent pas à formuler des propositions, mais comment aller avec eux de l'étape de l'analyse jusqu'au développement du projet. Voilà, donc il y a tout ce qui est instruments financiers. Je pense, voilà. Le slide qui vient, c'est sur les instruments financiers. Lui, il va, je pense, parler des obligations vertes, ou je ne sais pas. Il y a les instruments financiers qui sont là. Je pouvais aussi les développer pour voir quand est-ce qu'il faut les utiliser, quels critères choisir, quels instruments, et faire un benchmark de l'expérience internationale pour chacun d'entre eux, que ce soit dans la sous-région, en Afrique et ailleurs. Bon, malheureusement. Voilà, ça c'est comment on peut répondre au risque. Vous voyez ici, j'ai une courbe où il y a le risque et le retour sur l'investissement. Donc nous pays en développement, bon, Sénégal et les autres, on se situe à droite. C'est de là où le risque est grand et le retour sur investissement aussi, c'est là. On est là, les paiements. On est là. Là où le risque est grand, mais le retour sur investissement est lourd. Alors, comment on peut être attractif? Bon, ça, c'est tout le discours que j'ai développé. Bon, maintenant, ça, il y a les différents risques qu'on rencontre dans le climat des affaires. Le risque politique, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en est. Il y a le risque qui est réglementaire, mais des fois, que l'État tend à apporter des solutions. Si on prend les énergies renouvelables, par exemple, l'État du Sénégal a pris un arrêté interministériel pour enlever toute taxe sur du matériel renouvelable qui est utilisé dans les stations d'irrigation solaire et de pompage. Ça facilite l'investissement, l'accès à la technologie, mais aussi ça peut promouvoir le développement d'un partenariat public-privé. Il y a le risque technologique. Je vais rester dans le solaire. Par exemple, on peut amener le solaire, mais s'il est mal dimensionné, le rendement peut être faible. Et le problème peut être multiforme. Ce n'est pas lié à la technologie, mais peut-être à l'expertise. Même quand on l'installe aussi, il faut un renforcement de capacité pour que les gens puissent l'utiliser. Bon, il y a tous les risques liés au marché financier. Il y a la crise de l'Ukraine qui est là et tout le reste. Je m'en arrête là, Président. J'étais obligé d'aller vite. J'espère que les questions me donneront l'opportunité de pouvoir revenir sur certains points et pouvoir les détailler. Je vous remercie. Monsieur Baye. Bonjour tout le monde, c'est Yaya Bari. Je suis économiste de l'environnement à la direction des financements verts et des partenariats, chef de division financement innovant au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que je participe à ce panel. J'aimerais tout d'abord vous transmettre les salutations et les remerciements du ministre de l'Environnement, du Développement durable, M. Aliou Ndoye, d'avoir bien voulu nous associer à cette activité hautement importante. Concernant ma présentation sur la finance verte et sur le projet que nous sommes en train de conduire avec l'appui de la GIZ sur la taxonomie, l'idée pour moi ici, ce n'est pas de faire la cartographie de toutes les panoplies de mécanismes de financement qui sont orientés vers l'environnement et le climat, c'est parler un peu des mécanismes de financement innovants, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont mobilisables en dehors du budget et de l'aide publique au développement, mais qui apportent des solutions financières aux enjeux de développement durable, tels que la question de genre, la promotion de l'économie verte, mais aussi la promotion des emplois verts. Concernant donc, aussi je vais parler d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la taxonomie verte. Vous verrez avec nous ce que le Sénégal est en train de faire avec la taxonomie. Donc, concernant ce que nous vous proposons ici, c'est de revenir un peu sur quelques éléments de contexte au niveau national. Qu'est-ce que le pays est en train de développer, que ce soit sur la finance climatique, aussi la finance verte, et ensuite de façon plus globale sur les financements durables. Je pense que c'est important de comprendre. Finance climatique, financement vert et finance durable. Ensuite, parler des défis de l'investissement vert. C'est toujours important, en fait, je pense,
ce qui est important dans le domaine des financements, comment mobiliser les financements? La contrepartie, c'est l'investissement vert. Donc, comprendre c'est quoi l'investissement vert, quelles sont ensuite les opportunités de financement vert. Et je terminerai par la taxonomie et dégager avec vous les perspectives que nous sommes en train de développer sur ces questions. Donc, concernant le contexte au niveau national, bon, tout le monde le sait, depuis 2014, le Sénégal a défini un plan Sénégal émergent, qui est le cadre référentiel de nos politiques publiques. Et si vous regardez cette année avec l'élaboration du PAP 3, qui est le plan d'action prioritaire, un focus a été fait sur les financements verts. C'est un diagnostic qui a été fait. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait financer le PAP 3 à travers, en plus, mobiliser plus de ressources dans le domaine des financements verts. Ensuite, il y a, je pense ça aussi, c'est la CDN, la contribution déterminée au niveau national, qui est notre feuille de route dans le domaine climatique. Et ce qui est important ce sont les besoins de financement qui sont estimés à plus de 13 milliards de dollars, qui sont très importants. Et on a deux scénarios, un scénario conditionnel et inconditionnel. Pour le scénario inconditionnel, le Sénégal doit mobiliser davantage de ressources. Et si vous regardez bien avec la CDN, l'État du Sénégal est en train de développer une stratégie de mobilisation de ressources climatiques. On est en train d'aller beaucoup plus loin avec un système MRV, qui est mesure, reportage, une verification. Donc, on va mettre en place avec la CDN. Ensuite, il y a aussi tout récemment, le Sénégal, via le ministère des Finances, a adhéré à la plateforme internationale sur la finance durable, qui est un cadre d'échange aussi sur les financements durables et qui encourage les États à s'orienter davantage vers les mécanismes de financement verts. Ensuite, tout récemment aussi, l'État du Sénégal a formulé tout récemment un cadre de référence pour l'émission d'obligations vertes, d'obligations durables. Ça aussi, c'est un cadre de référence pour ceux qui veulent se lancer dans le marché des obligations. Il y a aussi la structuration du PSE vert avec des réformes très importantes dans le volet financement vert. Je parlerai un peu de nous, la réforme que nous portons dans le cadre du PSE vert, c'est la création d'un fonds d'appui pour l'accès au financement vert, qui est un véhicule financier et qui va permettre en quelque sorte de jouer ce link entre ceux qui ont besoin de financement et comment les financer. Et donc, il y aura ensuite, tout récemment aussi, je pense, en 2023, le Sénégal a créé un comité sur le financement durable au sein du ministère des Finances. Donc, sur les défis de l'investissement vert, je vais aller très vite. C'est aujourd'hui, bon, madame, je pense, madame, on est femme, on peut parler. La difficulté, le défi principal, c'est l'accès au fait. Ce n'est pas simplement les femmes. Même les États sont confrontés à ce défi, d'identifier le fonds le plus approprié, comment rendre compte. Et ce défi-là est énorme pour nous. D'ailleurs, si vous regardez un peu, je donne quelques chiffres, il y a 40 millions de dollars que le Sénégal a mobilisés sur les mécanismes multilatéraux, c'est-à-dire qui sont rattachés à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est relativement infime, en fait. Donc, ça montre que même les États doivent mieux s'armer, mieux faire des efforts pour accéder à ces fonds, puisque l'offre de financement s'est beaucoup accrue, mais aussi il y a une complicité très accrue. Donc, même les États sont confrontés à ce financement. Il y a aussi, quelque sorte, aussi un déficit du cadre incitatif. C'est la faiblesse, par exemple, du dispositif d'accompagnement des porteurs de projets verts, puisqu'un projet vert, ce n'est pas un projet classique. Donc, il faut, quelque sorte, comprendre comment... Il y a aussi les coûts de production qui sont relativement risqués. Et ensuite, il y a une rentabilité relativement plus faible comparée à un projet classique. Et aussi, comparé à un projet. Il y a aussi le faible niveau du financement privé. Mais ça, c'est de façon globale, au fait. Comment attirer le privé dans le financement vert? Et si vous regardez aussi, 85% des financements verts proviennent du secteur public. C'est pour la plupart les fonds multilatéraux, les bailleurs et autres. Et souvent, les privés ne contribuent pas beaucoup dans le financement vert. Et donc, ici, moi, je ne vais pas parler de tous les mécanismes de financement qui existent, mais plutôt parler des obligations vertes. Je pense que c'est le principal outil actuellement de la finance verte. Et c'est un marché énorme, c'est plus de 1000 milliards de dollars disponibles. Et ce qui est important pour les obligations vertes, je pense, beaucoup de pays africains sont en train d'expérimenter. Et il y a beaucoup de succès dans ce domaine. Si vous regardez, par exemple, les pays anglo-saxons, que ce soit le Kenya, la Tanzanie, ils ont émis beaucoup d'obligations souveraines et des fonds importants ont été levés pour financer l'économie verte. Donc, c'est un mécanisme important, un marché énorme de 1000 milliards de dollars. C'est quelque chose aujourd'hui que le Sénégal est en train petit à petit de mettre le cadre, avoir un cadre attractif pour l'émission d'obligations vertes. Il y a déjà un comité de finances durables. Ensuite, le Sénégal a défini un document cadre de référence sur le financement durable. Je pense que ça va, petit à petit, le Sénégal va se lancer dans le marché obligataire. Concernant aussi les catégories de projets verts
bon, on en a de façon ramassée, on peut dire que ce sont les projets de préservation des ressources naturelles, les projets de prévention de tout ce qui est destruction des écosystèmes et autres, mais aussi les projets de renforcement de la résilience climatique. Et donc, tous ces types de projets sont éligibles au financement vert. Donc, et ça, je donne juste un petit exemple pour que les gens puissent comprendre pourquoi les financements verts par exemple, si vous prenez la finance climatique sur le marché carbone, je donne un exemple. Par exemple, une gestion raisonnée des eaux dans une grande ville africaine ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce type de projet ne pourrait pas bénéficier de marché carbone. Si le projet, par exemple, si vous voulez soumettre le projet à un financement du Fonds vert climat, vous serez obligé de justifier que les pénuries d'eau sont liées au réchauffement climatique. Donc, il faudra avoir les données, et tout ça, c'est relativement très complexe. Mais en revanche, ce projet est éligible à un financement sur les obligations vertes. Donc, c'est en quelque sorte montrer que l'accès est beaucoup plus facile à ces types de mécanismes. Et aussi, pour les perspectives, ce que l'État du Sénégal est en train de faire, concernant, bon, je l'ai dit, sur la structuration du PSE vert, les réformes phares, c'est que l'État du Sénégal veut mettre en place un fonds d'appui pour l'accès au financement vert, qui sera un fonds de préparation, mais aussi de maturation des projets verts. Ensuite, aussi, je pense que des réformes ont été proposées dans le cadre du marché carbone. Aussi, je pense que les gens en parlent, c'est comment verdir aussi la commande publique, les achats publics durables. Ça aussi, c'est quelque chose qui va créer le marché, au fait, pour permettre, par exemple, à des femmes de soumissionner en intégrant des clauses de durabilité sur la commande publique. Ça aussi, c'est des réformes qui sont entamés dans le cadre du PSE vert. Il y a aussi les PPP verts, les partenariats publics verts, pour attirer plus d'investissements verts dans le domaine. Ensuite, il y a aussi l'élaboration, ça je pense, je vais terminer par ça, c'est la taxonomie, avoir aussi un portefeuille de projets verts certifiés et définir quelque chose de très clair, une feuille de route sur la finance verte. Et donc, c'est quoi la taxonomie? La taxonomie, bon, c'est très difficile de la définir, parce que la taxonomie est relativement complexe. Donc, c'est une classification des activités économiques en fonction de leur durabilité au point de vue environnemental. L'idée que nous cherchons ici, c'est de mobiliser plus de capitaux vers les activités économiques vertes durables. Et pour les utilisateurs, vous avez pratiquement trois acteurs qui sont importants dans le domaine. C'est les acteurs des marchés financiers, par exemple, tout ce qui est pension, gestion, assurance, les banques, ils peuvent utiliser la taxonomie. Vous avez aussi les entreprises non financières et vous avez ensuite le dernier groupe qui sont les régulateurs, c'est-à-dire les autorités de marché financier, mais aussi les gouvernements. Et donc, apparemment. Et oui, et nous, dans le planning qu'on est en train de mener concernant la taxonomie verte, on est dans la première phase. D'abord, c'est la phase de préparation pour avoir un cadre pour la taxonomie verte, c'est-à-dire d'avoir une structure de gouvernance pour la taxonomie verte. Ensuite, faire une analyse sectorielle, c'est-à-dire identifier les secteurs auxquels on pourrait appliquer la taxonomie. Ensuite, travailler aussi sur un document important, c'est sur l'interopérabilité, voir quel type d'alignement on va faire sur la taxonomie. Je pense que c'est important de définir les standards sur ces côtés. Ensuite, à la fin, nous espérons d'ici avril 2004 d'avoir un cadre finalisé sur la taxonomie verte. Donc c'est un outil important, c'est un instrument de la politique environnementale et qui va permettre au Sénégal de mobiliser plus de ressources dans le domaine des financements verts. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Ibaï, et félicitations aux deux panélistes pour votre efficacité et d'avoir tenu dans les délais. Nous allons donner la parole à l'assistance, peut-être par groupe de 3 intervenants, pour permettre aux panélistes de réagir. Honneur dame. Oui. Quelqu'un a un micro-baladeur? Bonjour, je m'appelle Maïmouna Ndiaye, je suis environnementaliste au niveau de la direction des financements verts et des partenariats, au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Alors, ma question s'adresse à M. Konaté spécifiquement. Donc, durant l'exposé de M. Yaya Bari, il a parlé de la difficulté autant pour moi, d'accès au financement. Or, M. Konaté aussi a parlé du réel gap dans les propositions de projet. Donc j'aimerais savoir, M. Konaté, si au sein de DJI, est-ce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement ou d'encadrement pour ces propositions-là? Merci beaucoup. D'accord, merci. Madame?
Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. C'était vraiment beaucoup de nourriture intellectuelle que nous avons ingurgitée. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout ressortir. Mais je voudrais savoir, comme il s'agit d'alternative, parce que tout ce qui est financement vert et tout ce qui est vraiment économie verte, c'est de nouvelles alternatives. Parce que si on ne travaille pas à gérer notre environnement d'une façon que ça rapporte au plan du développement, on aura raté quelque chose. Et je pense que la phase où on est, ces questions-là sont essentielles. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre ces différents mécanismes et l'économie sociale solidaire pour laquelle le Sénégal a mis en place déjà une politique. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou bien il y a une passerelle? Parce qu'il y a beaucoup d'activités que les femmes réalisent, même sans qu'on dise que c'est de l'économie verte, qui ne sont pas capitalisées. Il y a très peu de structures ici qui ont l'habitude de capitaliser et qui font retour par rapport aux stratégies, aux paradigmes, aux façons de faire, etc. Quels sont les mécanismes en place pour que vraiment tous ces acquis qui sont sur le terrain soient capitalisés et renforcés. Je vous remercie. Et vraiment, félicitations. Merci. Oui. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Ramata Seydoussi. Je travaille pour l'ONG Eclosio. Eclosio qui est une ONG internationale belge qui travaille sur l'accompagnement des exploitations familiales, mais aussi sur la gestion des ressources naturelles. Moi, ma question elle est un peu générale. C'est quels sont tous les projets entrepreneuriaux ou AGR qui sont éligibles au financement vert et comment y accéder? Merci. Bon, on va répondre à cette série de 3 questions, puis une quatrième. Allez, Olivier déjà. Voilà. Bonjour, je voudrais remercier M. Barry pour cette présentation. Ma préoccupation, c'est tout simplement, à la lumière de cette présentation, l'expertise nécessaire pour accéder au financement vert, qui me semble être un défi. Parce que je pense qu'il y a nécessité d'alléger ces procédures pour faciliter sa compréhension. Et quand je parle, je fais surtout allusion aux collectivités territoriales. Et nous avons de plus en plus des projets au niveau des territoires. Et souvent, les différents acteurs peut-être peuvent ne pas comprendre tout ce processus. Donc, je ne sais pas s'il y a des mécanismes dans ce sens pour accompagner les collectivités territoriales. Merci. Merci. Je donne la parole à M. Konaté pour la première question. Oui, d'accord. Merci. La question est vraiment pertinente. La question de l'accès revient. Donc, pour l'accès, il y a une étape qu'on appelle le readiness. Donc, une fois qu'on a, la première étape, c'est d'identifier les sources de financement. Quand on a les sources de financement, par rapport à ces besoins, on regarde les conditionnalités, les mécanismes pour y parvenir. Mais maintenant, une fois qu'on a fait ce diagnostic, c'est vrai qu'on n'a pas souvent, quand on prend la grande masse, c'est des associations, c'est des groupements de femmes. Je ne suis pas encore au niveau de l'État pour l'accès au financement multilatéral, mais pour la plus grande masse des critiques, parce qu'on parle de création d'emplois en Afrique par rapport à la jeunesse, c'est le besoin d'accompagnement.
Donc ce besoin d'accompagnement, il est multiforme. Il y a l'État d'abord qui a essayé de prendre les devants. Donc il y a, en termes de capacitation, il y a des mécanismes qui existent. Comme vous allez entendre parler des 3 FPT, vous allez entendre parler de l'ADER. Il y a d'autres structures comme ça qui existent. Mais vous me direz que oui, avec des conditionnalités et d'accès. Mais c'est quand même un premier pas. Donc un second pas, c'est que pour les jeunes et les femmes, de plus en plus, on a tendance à développer des projets d'entrepreneuriat inclusif, comme on dit. Donc comment ça se passe? Mais même ça, encore, ça reste parce qu'on cible souvent les sortants des ISEP, en tout cas des jeunes qui ont choisi d'aller dans la formation professionnelle des métiers qualifiants. Donc, on fait des appels à projets. Donc, quand on fait des appels à projets, c'est vrai que pour postuler, il faut avoir quelqu'un qui t'écrit un projet, mais ça, c'est autre chose. Mais ensuite, on a des cohortes qui viennent. On essaie de les aider à structurer leur modèle d'affaires. On donne des fonds d'amorçage. Les fonds d'amorçage, c'est des fonds qui te permettent de démarrer et de fructifier ton business. Il y a aussi du matchmaking. Par exemple, à partir de ton business model, on peut essayer de te vendre auprès d'une banque où quelqu'un comme Didier peut aller mobiliser de l'argent pour aller dérisquer l'investissement que la banque va faire. On le fait dans le domaine de l'accès aux toilettes publiques et dans plusieurs autres domaines où on a pu réussir à encadrer des jeunes et à les mettre en relation avec une banque de la place qui leur a donné des financements pour aller installer des toilettes publiques. Donc il y a tous ces aspects d'accès. Bon, maintenant, si c'est à l'échelle des États, c'est une autre approche, peut-être que ça va prendre du temps. Je ne sais pas sur cet aspect, si je peux m'arrêter. Oui, bon, M. Barry, après moi aussi, je vais compléter. Oui, d'abord, concernant le lien entre l'économie sociale et solidaire et l'économie verte, je pense que l'économie verte, de même que la croissance verte, c'est une approche de mise en œuvre du développement durable. Donc, c'est un triptyque à la fois économique, social et environnemental. Donc, le lien est naturellement trouvé. Par exemple, si vous regardez la définition que le PNUD donne de l'économie verte, le PNUD parle, c'est une économie qui améliore le bien-être, mais aussi qui assure l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et les pénuries de ressources. Donc le lien est là. Dans l'économie verte, vous avez l'économie sociale et solidaire, puisque c'est une approche du développement durable. Maintenant, ce que je pense, pour la plupart, quand on parle de finances vertes, souvent c'est des financements d'envergure. Et souvent, par exemple, les femmes, ce que les femmes ont besoin souvent, c'est des financements à petite échelle. Et pour la plupart, je pense, nous, dans nos pays, on a déjà une petite expérience dans le domaine. On néglige, par exemple, la finance sur les tontines. C'est une possibilité aujourd'hui. C'est un financement de solidarité que l'on peut aujourd'hui, qui pourrait accompagner le financement de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, nous, dans le cadre de la structuration du PSE vert, ce qu'on a, on a dit l'idée, puisque tout le monde ne peut pas accéder à ces mécanismes qui sont relativement complexes, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau national, qu'on ait un fonds national, qu'on pourrait appeler un fonds national climat ou un fonds national vert, qui va permettre aujourd'hui... L'idée, c'est quoi? C'est qu'on alimente ce fonds à partir d'une fiscalité verte, c'est possible, mais d'une fiscalité verte, c'est quoi? C'est taxer toutes les entreprises polluantes et autres. Ensuite, financer des activités à fort impact environnemental positif, que ce soit des activités des femmes dans le domaine des emplois verts. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que l'on pourrait expérimenter. Et d'ailleurs, c'est une réforme qui est dans le pipeline. Je pense que l'idée d'aller vers ce fonds d'appui pour l'accès au financement vert va permettre de jouer ce link-là entre les mécanismes les mécanismes relativement complexes et le financement au niveau local. Concernant aussi les projets éligibles, bon, ça, je vais juste faire un retour d'expérience, puisque aussi, certainement, ma collègue Awa est un peu revenue sur ça, mais la direction des financements verts et des partenariats a une petite expérience dans le financement de micro-projets, au fait. Nous, je pense, elle l'a dit, on a été la première direction à formuler la stratégie nationale de promotion des emplois verts au Sénégal. Et de façon opérationnelle, on a expérimenté un projet pilote sur les emplois verts. Et sur les emplois verts, comment on faisait? On avait une ligne de crédit que l'on déposait dans une institution de microfinance. Et nous, on travaillait en amont sur le projet, au fait. On avait un canevas.
Et on faisait un appel à projet, et je pense que ça, c'est une manière très simple qui peut permettre aux gens de soumissionner. Si vous soumissionnez, ensuite, si le projet est éligible à nos financements, respecte certains de nos critères, on demande à l'institution de microfinance de faire le décaissement. Malheureusement aussi, je dois le dire, je ne sais pas, c'est un retour pour moi, c'est important pour la plupart. Par exemple, quand l'État met 100 millions dans une institution de microfinance ou dans une institution financière, je pense que l'institution financière devrait en quelque sorte abonder un peu le fonds. Malheureusement, ça, c'est une difficulté. Souvent, l'institution financière ou l'institution de microfinance ne fonctionne que sur les ressources que l'État a décaissées, au fait, et n'abonde pas le fonds. Ce qui fait, à la limite, il suffit que la ressource se termine, le projet meurt avec... On n'a pas cette stratégie de durabilité du projet. Ça aussi, je pense, c'est un retour d'expérience. Pour la plupart, surtout pour les institutions de microfinance, il faut accompagner, il faut abonder, il faut abonder les fonds verts. Je pense aussi, je sais aussi, quand on parle souvent de financement vert, on parle plus de mécanismes de financement innovants, mais je pense aujourd'hui il y a des instruments de financement classiques. Par exemple, je ne sais pas si la LBA est là, mais la LBA travaille sur des prêts verts, sur des lignes de crédit verts. C'est des mécanismes classiques, mais qu'on est en train de verdir. Et ça aussi, ça permet de financer. Donc, et aussi, concernant l'expertise, je pense que c'est de cette manière-là que l'on pourrait améliorer la mobilisation des financements verts au niveau national. Merci. Je pense que les deux réactions ont permis de répondre presque à la plupart des préoccupations. Bon, maintenant, ce que je voudrais juste peut-être préciser pour l'information, c'est qu'au niveau du ministère de l'Environnement aussi, on avait élaboré une stratégie de mobilisation de financement, aussi bien pour l'État que pour le secteur privé. Et dans cette stratégie de mobilisation, ce qui était prévu, c'est d'élaborer une base de données qui permettrait d'avoir toutes les sources de financement et les critères. Parce que généralement, ce qui pose problème et ce que les gens ne connaissent pas, ce sont les critères des différents fonds ou des différents investisseurs à respecter pour qu'on puisse mobiliser des ressources. Et c'est pourquoi, depuis lors, le Sénégal n'a pas encore, par exemple, mobilisé de ressources au niveau du Fonds vert climat. Parce que c'est des critères qui sont plus dans l'adaptation que dans l'atténuation. Quand on dit atténuation, c'est-à-dire atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre. Et nos pays sont plus dans l'adaptation. C'est pourquoi le Fonds vert a été créé surtout pour l'adaptation et pas l'atténuation. Donc, comment trouver des projets qui répondent à cette préoccupation d'adaptation, par exemple. Et puis, le Fonds vert exige aussi, par exemple, une pérennité. C'est-à-dire qu'ils veulent bien financer un projet, mais ils voudraient qu'à la fin de la période de financement, que le projet puisse continuer sur ses propres ressources. Et parfois, c'est cette preuve que l'on n'arrive pas à apporter dans le projet. Maintenant, comment faire la passerelle avec l'économie sociale et solidaire? Dans ce cas-là, madame, on ne parlera plus de financement vert, mais de financement durable. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on va chercher un impact environnemental et social. Donc, c'est là la différence. C'est-à-dire la finance climatique est incluse dans la finance verte, en ce sens que la finance climatique, c'est juste pour lutter contre le changement climatique. La finance verte va prendre en compte tous les autres aspects environnementaux, que ce soit par exemple la biodiversité, la réduction de la pollution et tout ça. Maintenant, la finance verte est également à côté de la finance sociale. Et les deux, lorsque les deux se rejoignent, les deux cercles, cette partie-là est ce qu'on appelle la finance durable, c'est-à-dire qui a à la fois des objectifs climatiques, environnementaux et social. Et quel projet est éligible? De facto, beaucoup de projets sont en train d'être financés à travers la finance conventionnelle. Il faut vous le dire. Aujourd'hui, prenons le cas de nos agriculteurs. Beaucoup remplacent les pompes à carburant par des pompes à panneaux solaires. Et ils sont financés par des institutions de microfinance, par les banques, par LBA, mais on ne les qualifie pas de financement vert. Pourquoi? C'est un problème d'information, de données.
parce qu'il faut pouvoir prouver quelle économie d'émissions de gaz à effet de serre on a pu faire grâce au remplacement de la pompe par le solaire. Vous voyez. Et dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui, qui est sous le thème des travaux non rémunérés, des soins non rémunérés, il y a aussi quelque chose que la finance verte vient apporter. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos femmes qui travaillent sont aujourd'hui solutionnées quelque part par la finance verte, parce que pourraient être solutionnées par la finance verte, je vais dire, parce qu'il n'y a pas que les pompes électriques que j'ai données, par exemple, mais il y a également beaucoup d'autres unités, outils, par exemple, comme les congélateurs solaires et tout ça, qui pourraient leur faciliter le travail. Il y a la cuisson, il n'y a pas besoin d'aller chercher le bois, parce qu'aujourd'hui, on peut faire des fours solaires. Vous voyez, on a plein de solutions qu'on pourrait, mais il faudrait avoir l'information, savoir où aller et comment motiver l'emprunt de crédit, en fait. C'est juste ça. Et bon, donc nous, je vais dire, État, on a commencé par essayer de mettre en place cette base de données. Comme il a dit, on a mis en place un cadre d'émission d'obligations vertes qui n'est pas seulement pour l'État, mais également pour les collectivités territoriales. Bien sûr, généralement, c'est toujours à travers le Trésor que ces fonds doivent être levés. Et cette année également, l'État a élaboré un budget vert. Parce que qui parle de finances vertes ou de finances durables, pour élargir un peu, dit, comme l'a souligné M. Barry, une forte participation de l'État. Et c'est le cas aujourd'hui quand on parle comment dire, des aides sociales, en termes d'adaptation, par exemple, quand il y a des inondations ou quand il y a une catastrophe, généralement l'État participe. Un autre plaidoyer que je vais faire pour ce qui est de la finance verte et qui peut également aider nos populations, c'est l'assurance agricole. L'assurance, bon, parce que quand on parle de finance verte, il y a 4 dimensions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, mais il y a l'assurance agricole aujourd'hui qui permet aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs de pouvoir faire face à certains risques climatiques. Et nous en sommes à 200 000 bénéficiaires, souscripteurs, mais nous pourrions avoir beaucoup plus. L'État subventionne pour la moitié des primes, mais si tous les agriculteurs, parce que comme on l'a montré le recensement général, il y a 45% de ménages agricoles au Sénégal, 40% des ménages sont des ménages agricoles. Si tous les agriculteurs souscrivaient à cette prime d'assurance, ça ferait que la prime allait diminuer. Donc peut-être que l'État pourrait continuer à subventionner, mais la prime diminuant, peut-être aussi que l'État pourrait allouer ces mêmes ressources ailleurs. Et toutes les populations pourraient en bénéficier. On va prendre une autre série de questions et surveiller le temps. Il nous reste juste 15 minutes. Oui, madame. Il y a un micro là de Merci. Et merci beaucoup pour les présentations très, très intéressantes. Donc, un commentaire et une question. Comme vous venez de dire, quand on parle de financement vert, l'État a un fort engagement. Vous avez un budget vert. En même temps, on a le Sénégal qui avance beaucoup dans la budgétisation sensible au genre. Ça serait très intéressant d'utiliser l'outil de la budgétisation sensible au genre, l'appliquer à votre budget vert et voir quelle est la partie de ce budget qui a une composante genre
Donc ça, c'est peut-être une analyse de la part conjointe entre les ministères de la femme et les ministères de l'environnement qui pourrait nous donner des éléments pour changement à l'avenir. Ma question, c'est par rapport, vous avez mentionné beaucoup de sources de financement vert, les obligations. On n'a pas parlé des marchés de carbone. Et je sais que c'est un mécanisme très compliqué. Mais vous venez de dire que c'est vrai que les femmes font tout un travail de terrain. Par exemple, je pense aux femmes qui travaillent à la protection des manglards, des différentes forêts. Tous ce sont des écosystèmes qui ont une forte capacité de séquestration de carbone. Mais c'est des travaux que les femmes font gratuitement. C'est encore un travail non rémunéré. En même temps, au niveau global, on a un mécanisme qui est censé payer précisément pour ça, mais que les femmes ne peuvent pas avoir accès dû à la complexité de ces mécanismes. Est-ce que vous voyez là des solutions, des pistes à développer à l'avenir pour vraiment faire cette connexion? Merci. Bonjour à tous, je suis professeur à Auréal-Ban de la Côte d'Ivoire et je voudrais remercier les panélistes pour la qualité de l'intervention. Et dans la lignée de ce qui vient d'être dit, ma préoccupation porte justement sur notre capacité à sensibiliser et à faire connaître tous ces instruments aux femmes, aux jeunes en milieu rural et un peu partout. Dans nos pays, nous avons des taux d'alphabétisation faibles. Et les acteurs du milieu rural, du secteur agricole notamment, sont des acteurs à faible capacité. Et nous développons des outils très complexes. Même pour les universitaires, c'est des choses assez nouvelles que tout le monde ne maîtrise pas. Vous voyez. Donc, à plus forte raison, ces personnes-là, qui devraient certainement les utiliser, mais qui ne savent pas ou qui n'ont même pas information, alors comment nous les impliquons? Comment nous les amenons à fournir de l'information sur leurs activités et comment nous nous servons de ces informations pour les aider à avoir accès, je dirais, à ces financements qui existent. Voilà, donc c'est une préoccupation majeure. Il est bon de savoir s'il y a des bonnes pratiques ici déjà ou bien qu'est-ce qui pourrait être fait, voilà, pour documenter sur ce qui est fait, pour les aider, voilà. Parce que ça va exister, mais les gens n'iront pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Déjà, même l'accès même au financement classique dans les banques, mais même quand les financements existent, les gens n'y vont pas toujours parce que les gens ne maîtrisent pas le système. On demandera même de signer. On est en face de personnes qui ne savent pas, qui n'aiment pas ça du tout. Donc, quels sont les mécanismes? Et ça, c'est très important dans la poursuite de ce qui vient d'être dit. Merci. Merci. Donc, je me joins aux félicitations pour les brillantes présentations de nos différents experts. Vraiment, quand j'entends ça, je me dis c'est tellement intéressant, tellement important, que ça me fait penser même qu'il est nécessaire vraiment de revoir toutes les stratégies. Et quand on parle de stratégie, il y a des personnes que l'on ne doit pas donc, perdre de vue. Et même c'est l'objet même de notre rencontre, donc les femmes. Et quand on parle de femmes également, on parle de l'enfant. Puisque quand on aide l'enfant, on aide la maman. Donc, par rapport à ces finances, c'est vrai, c'est des finances vertes, donc qui doivent être à la portée de tout le monde. Mais est-ce que vous avez essayé de faire l'articulation entre les stratégies même de protection de l'enfant? Parce que je me dis, aujourd'hui, on doit revoir, adapter toutes nos stratégies. Est-ce que ces finances vertes-là, on a pensé inclure une dimension enfant? Parce que les deux vont ensemble. Mère, enfant vont ensemble. Également, quelqu'un a parlé des recherches. Également,
même pour les chercheurs, on doit également revoir les approches. Parce que moi, je suis juriste en même temps chercheur. Et je suis là en tant que représentante du Comité sénégalais des droits de l'homme parce que je suis la chargée des questions de genre, femmes, enfants et des groupes vulnérables. Donc, ma question, c'est comment vous faites l'articulation entre les finances vertes, le travail de soins non rémunérés, mais aussi la promotion et la protection des droits humains d'une manière générale, en mettant un accent particulier sur les enfants, parce qu'on ne doit pas les perdre de vue dans cette dynamique-là. Donc, c'était ça ma question. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Oui. Je me présente, je m'appelle Safietou Sagna. Je suis entomologiste agricole. Je suis entrepreneuse aussi. Et j'ai une marque qui s'appelle Nofia Naturopathe. J'ai des suggestions et des demandes concernant l'économie verte. Il y a beaucoup de projets qui permettent de sensibiliser. On cherche toujours à sensibiliser. Et pourquoi ne pas aller au-delà de ça? Par exemple, pour les acteurs publics. Je m'intéresse seulement aux acteurs publics parce qu'ils auront beaucoup plus de poids pour ce genre de projet. Il y a des problèmes, comme par exemple, il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à avoir des denrées de première nécessité, par exemple. Et il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de déchets, des déchets plastiques, en même temps des déchets de fer aussi. Ces déchets-là, on peut les recycler. On peut dire aux populations de venir recycler ces déchets ou bien d'apporter ces déchets. Et en retour, ces institutions publiques peuvent faire des cadeaux, par exemple, donner du riz, donner des denrées de première nécessité, pour inciter les gens à mieux assainir leurs environnements. Ça, c'est des projets portants qui sont pratiques, qui aideront en même temps les familles et même en même temps l'environnement. Il y a aussi l'énergie verte aussi. Et on utilise tout le temps l'électricité, le pétrole et autres, alors qu'il y a les biodigesteurs. On peut utiliser des biodigesteurs. On a des problèmes de fosses septiques. Au niveau des écoles, par exemple, je peux prendre l'école de Yumbel, au niveau de Asekna. Il y a des problèmes, il n'y a pas de canalisation en tant que telle. On peut créer des biodigesteurs. Ces biodigesteurs vont permettre l'électricité au niveau des écoles, en même temps de donner apporter des gaz pour la restauration, s'il y a un restaurant là-bas. En même temps, ils peuvent créer des espaces verts où ils utiliseront l'intrant biologique là pour les plantes. Et il y a beaucoup d'espaces verts qu'on utilise au niveau des ponts, des routes. On les entretient en premier lieu, mais il n'y a pas de suivi. Après, ce sera plus vert, il n'y aura que des feuilles mortes d'ici quelques mois. Pourquoi ne pas se mettre en exergue, par exemple, prendre les élèves, par exemple, les faire intégrer, par exemple, ces espaces verts-là. Comme ça, ils vont créer des jardins botaniques. Ils seront beaucoup plus impliqués. En retour, ces jardins botaniques vont entretenir, par exemple, la cité. Ils vont vendre leurs produits. Et ils pourront savoir que l'environnement a un impact positif sur l'humain. Merci. Merci à la Diola. Ça se voit que vous aimez la verte Casamance et que vous reverdir tout le Sénégal. Merci beaucoup. C'est Fatoumata Bintou Yafa. Je suis la présidente du réseau national des femmes travailleuses. Et je me joins aux autres aussi pour les félicitations et les remerciements. Ce que j'ai entendu est très intéressant. Mais juste aussi pour vous dire que ce jour est un jour de vote pour nous, en tant que travailleurs, et sans bruit ni tintamarre. C'est important de le dire, c'est pour les organisations les plus représentatives qui vont siéger. Mais je peux dire que d'emblée,
Le problème qu'on a, c'est le pouvoir. Les femmes au niveau de ces instances de pouvoir, parce que c'est là où se négocie tout. Il y a un cadre et malheureusement, les femmes n'y sont pas. Donc, on n'est pas présente lors de ces négociations parce que nous, on met en avant le dialogue social. Et on a ce problème-là. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, on est dans le cadre de mettre en place les coopératives. Et je salue le ministère de la Femme d'avoir initié un travail donné. Mais si nous avons ces coopératives, l'impact, l'intérêt que les coopératives soient là, c'est dans le cadre de contrôler aussi bien les mutuelles de finances, là où on peut avoir des financements, et les mutuelles de santé. Donc, c'est très, très important pour nous. Et je pense que c'est important qu'on puisse faire le travail-là en amont, l'intégrer dans le cadre de ce travail donné. Parce que je sais que pour l'économie verte et autres, c'est important que les femmes y soient pour prendre certaines décisions. Maintenant, dans le cadre de la durabilité, parce que c'est ça qu'on cherche, nous voulons un travail décent. Ce travail décent avec les femmes, nous sommes dans le secteur de l'économie informelle. Vous allez dans le monde rural, les femmes font un travail extraordinaire dans ce domaine précis et elles sont du secteur de l'économie informelle. Aujourd'hui, le formel, ça compte 660 000 personnes, et alors que l'informel, aujourd'hui, compte plus de 3 millions. Comment intégrer et essayer de créer cette solidarité entre les deux pour qu'on puisse prendre en charge maintenant, surtout quand je parle de protection sociale, c'est les cotisations au niveau de l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, et la prise en charge de la santé. Mais si ces deux instruments aujourd'hui ne peuvent plus gérer le secteur de l'économie informelle, qu'on ait d'autres mécanismes pour cette prise en charge. Et la création, la dernière question, c'est dans le cadre de la création des maisons de la femme, qu'on puisse mettre à la disposition aussi des femmes travailleuses qui sont du secteur de l'économie informelle, des bureaux pour les permettre de collecter et d'être dans des instances de collecter et de verser les cotisations au niveau de ces institutions sont des mutuelles de santé, des mutuelles d'épargne et autres. Donc, pour accéder à ces financements, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'organisation du secteur de l'économie informelle en les organisant, en faisant de telle sorte qu'elles puissent gagner correctement leur vie et faire de telle sorte qu'on ait une vie décente à notre niveau et au niveau de la famille. Merci. Je pense que pour les questions et les interventions, nous allons nous en arrêter là parce que nous sommes à 5 minutes de la fin du temps qui nous était imparti. Pour vite réagir sur l'idée de marché carbone, c'est à l'étude au niveau du ministère de l'Environnement, pas au niveau de la direction de M. Barry, mais plutôt au niveau de la DEC, la division des établissements classés. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on est en train de faire, effectivement, nous avons un programme national d'éducation financière qui va permettre aux gens, aux populations, et qui cible non seulement les écoles, mais aussi les non-apprenants, ceux qui ne sont pas à l'école, que ce soit des alphabètes ou des analphabètes, pour les amener à mieux gérer leur budget, mais aussi savoir quels sont les outils qui existent et qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Maintenant, pour l'articulation avec la protection de l'enfant, comme je vous disais, si on parle de finances vertes, on ne verrait pas les aspects sociaux. Il faut parler de finances durables, et dans ce cas-là, tous les objectifs de développement durable seront pris en compte, donc y compris la protection de la femme. Parmi comme M. Barry l'a dit tout à l'heure, dans la taxonomie, on va voir quelles sont les activités qu'on va qualifier de vertes. La recherche n'est pas quelque chose qui est exclu,
Mais tout dépend des priorités des pays. Vous voyez, même au niveau de l'Union européenne, ils impliquent les chercheurs dans l'élaboration de la taxonomie, mais la recherche n'est pas une activité prioritaire, la plus cruciale. Donc c'est surtout les activités les plus cruciales, soit pour l'économie, soit pour l'environnement, soit même pour les emplois. Tout dépend des pays. Chaque pays fait son choix en fonction de ses priorités. Il y en a qui ont même mis l'accent sur les emplois, les secteurs à fort potentiel d'emploi. Maintenant, pour ce qui est de l'action publique, de la sensibilisation, nous y sommes. Hein. Et Madame Sagnon, nous prenons bonne note de toutes les propositions que vous nous avez faites dans le cadre de formulation de politique publique, hein, je vais dire. Mais il reste entendu que dans la plupart des pays, et si on veut promouvoir les emplois, il y a des choses où il ne faut pas attendre l'État. C'est aux citoyens eux-mêmes d'entreprendre et de faire. Moi qui vous parle, je suis dans la fonction publique, certes, mais j'ai mes activités parallèles, économiques parallèles. Voilà. Depuis que je suis sorti de l'université, je fais d'autres activités. Je n'ai pas attendu d'avoir un emploi pour commencer. Et je pense que c'est à ça aussi qu'on doit éduquer nos citoyens. Quand j'étais chez mes parents ivoiriens, tous les cols blancs, je vais les qualifier ainsi, ont des champs. Ils vont cultiver. Le week-end, tout le monde sort d'Abidjan. Il faut voir les gens revenir le dimanche soir pour savoir qu'eux tous, ils étaient à l'intérieur du pays. Donc, c'est à ça aussi qu'il faut pas que nous nous complaisions aussi dans nos acquis, dans nos emplois. Ça permettrait aussi d'aider tous ceux qui ne sont pas dans la fonction publique ou dans le formel, comme l'a si bien dit Madame. On n'est que 600 000 dans le formel. Pour ce qui est de la représentation des femmes, bon, je laisse ce plaidoyer, ce politique-là, parce que moi, je suis un technicien, un financier, mais je sais que beaucoup de ces choses-là sont à prendre en compte au niveau du ministère de l'Environnement, l'intégration dans les maisons de la femme, de la collecte de ces coopératives et de ces financements. Monsieur Barry, je vous laisse compléter et peut-être pour votre mot de la fin, ainsi que Monsieur Konaté. Oui, juste pour compléter, merci. Je pense sur les mécanismes incitatifs. Bon, je pense que c'est des réformes qui sont adressées dans le cadre du PSE vert. Je pense l'idée aussi d'aller vers, je l'ai dit, sur une fiscalité verte, que ce soit une fiscalité verte incitative, pas juste dissuasive, c'est-à-dire les entreprises vertes peuvent bénéficier de crédits d'impôt et tout ça. Je pense que c'est des possibilités qui existent. Et là aussi, il y a possibilité à accompagner les femmes dans ce domaine. Concernant aussi le marché carbone, je pense, je vais laisser M. Konaté en parler. Mais je sais, par exemple, sur l'article 6, beaucoup de gens, le Sénégal travaille beaucoup. Maintenant, ce qui manque, en fait, même pour le marché carbone, c'est souvent des financements à grande envergure. Maintenant, comment faire de telle sorte que par exemple, les revenus tirés du marché carbone puissent bénéficier aux femmes. L'idée, nous, qu'on a, je le dis tout le temps, c'est de mettre au niveau national un fonds d'appui. Maintenant, le fonds d'appui, par exemple, vous pouvez l'alimenter à partir de 2% des crédits carbone. Et ces 2%, vous pouvez les orienter sur des activités vertes destinées exclusivement aux femmes. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de penser concernant le marché carbone. Bon, pour la protection sociale, je pense que M. Leti en a un peu parlé. Si vous faites une taxonomie verte, les taxonomies vertes intègrent des conditions sociales minimales. Par exemple, tout ce qui est accès à des emplois décents. Vous ne pouvez pas faire une taxonomie verte sans ça. Mais aussi l'accès à des services sociaux de base, par exemple l'école, une maternité et autres. Donc, sont intégrés dans la taxonomie. Et ça aussi, je pense, c'est quelque chose qui sera pris en compte dans la taxonomie sénégalaise. Merci, je vous remercie. Tu es un bon élève, hein? Il a presque dit l'essentiel. Seulement, je vais rappeler que parmi les solutions que nous, en tant qu'organisation internationale intergouvernementale, qu'on a trouvées, c'est d'accompagner les pays. Le PSE dont il parle, c'est nous qui sommes partis chercher le financement pour aider le pays à la structuration de cette composante environnementale
plan Sénégal émergent. C'est pareil pour l'accès au marché carbone. On est en train de travailler sur le développement d'approches politiques, en tout cas pour encadrer toutes ces transactions entre le Sénégal et, par exemple, la Norvège. Et il y a eu un MOU qui est intervenu. Donc, il y a eu beaucoup de contributions qu'on a entendues. Parfois, la solution est venue même des questions. Donc, nous, on était là en face de vous, mais on n'avait pas la prétention d'avoir la solution. Mais je pense que le débat est jeté. On pourra peut-être se retrouver dans d'autres cadres pour approfondir et co-construire pour aller vers l'avant. Et on remercie tous les organisateurs de nous avoir invités et le président aussi pour sa modération. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, c'est sur ces mots-là de remerciement que je déclare clos notre atelier sur comprendre la finance verte.